Septième tradition. Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les contributions de l'extérieur. Des alcooliques qui subviennent à leurs besoins? A-t-on jamais entendu parler d'une chose pareille? Et pourtant, à notre avis, c'est bien cela que nous devons être. Ce principe est la preuve éloquente du profond changement opéré en chacun de nous par les AA. Chacun sait que dans leur phase active, les alcooliques crient qu'ils peuvent résoudre leurs pires problèmes pourvu qu'ils aient l'argent voulu. Nous avions toujours la main tendue. Aussi loin que l'on se rappelle, nous dépendions toujours de quelqu'un, sur le plan financier habituellement. Donc, lorsqu'une association entièrement composée d'alcooliques affirme qu'elle va payer ses comptes, c'est vraiment toute une nouvelle. Il n'y a sans doute aucune autre tradition qui ait été enfantée dans autant de douleur. Au début, nous étions tous fauchés. En plus, si l'on repense à cette notion fort répandue, voulant que les gens doivent aider financièrement les alcooliques qui s'appliquent à devenir sobres, il est facile d'imaginer que nous avions l'impression de mériter d'abondantes sommes d'argent. Quelles grandes œuvres ne réaliserait-on pas grâce à ces sommes? Chose étonnante, toutefois, les gens qui avaient de l'argent étaient d'un autre avis. De leur point de vue, il était urgent que, devenus sobres, nous puissions nous débrouiller. Notre mouvement est donc demeuré pauvre parce qu'il devait le demeurer. Il y avait aussi une autre cause à notre pauvreté collective. Il se révéla très tôt que si les alcooliques ne lésinaient pas lorsqu'il s'agissait d'aider un autre alcoolique par du travail de 12e étape, ils éprouvaient une répugnance extrême à contribuer à la collecte faite dans les salles de réunion. Nous étions renversés de nous découvrir aussi collés à notre argent que l'écorce à l'arbre. Et c'est ainsi que le mouvement des AA a commencé sans le sou et l'est demeuré, alors que ses membres, eux, devenaient prospères. Il semble que pour les alcooliques, ce soit toujours tout ou rien. Nos réactions face à l'argent illustrent bien cette attitude. Alors que le mouvement sortait de l'enfance et entrait dans l'adolescence, nous passions de l'idée que nous avions besoin de fortes sommes d'argent à celles qui privaient complètement le mouvement. Tous répétaient « Impossible de marier les AA et l'argent. Nous devrons séparer le spirituel du matériel. » Nous avions fait ce brusque virage parce qu'ici et là, des membres avaient essayé de tirer quelques profits de leur relation chez les AA. Et nous redoutions de nous faire exploiter. Des bienfaiteurs reconnaissants avaient parfois créé un fonds en faveur d'un club et il en résultait à l'occasion des ingérences de l'extérieur dans nos affaires. On nous avait fait cadeau d'un hôpital et presque aussitôt, le fils du bienfaiteur en était devenu le principal patient en même temps que l'aspirant directeur. Un de nos groupes avait reçu un don de 5 000 $ dont il pouvait disposer à son gré. Les disputes causées par cet argent perturbèrent le groupe pendant des années. Effrayés par tant de complications, certains groupes refusèrent d'avoir de l'argent en caisse. Malgré ces craintes, il nous fallut reconnaître que le mouvement se devait de fonctionner. Louer des salles de réunion coûte de l'argent. Pour éviter le désordre dans des régions entières, il fallait structurer des bureaux, installer des téléphones et embaucher des secrétaires. Pour y arriver, nous avons dû surmonter des mers de protestations. Si nous n'agissions pas ainsi, le nouveau qui frapperait à notre porte n'aurait aucune chance.
Ces services élémentaires ne coûteraient presque rien. Nous pouvions et nous allions en assumer les coûts nous-mêmes. Enfin, le balancier n'oscillait plus. Son point d'arrêt marquait la 7e tradition, telle que nous la formulons aujourd'hui. À ce sujet, Bill aime rappeler l'anecdote suivante. En 1941, à la parution de l'article de Jack Alexander dans le Saturday Evening Post, la Fondation, note en bas de page, a reçu à ses bureaux de New York des milliers de lettres enflammées d'alcooliques en détresse ou de leurs proches. Lecture de la note. En 1954, The Alcoholic Foundation Incorporated prit le nom de General Service Board of Alcoholics Anonymous Incorporated et le bureau de la Fondation devint le General Service Office, Bureau des services généraux. Fin de la note. Notre personnel, précise Bill, se limitait à 2 personnes. Une secrétaire très dévouée et moi-même. Comment faire pour répondre à cette avalanche de demandes? Il nous fallait à coup sûr du personnel à temps plein. Nous avons donc sollicité des contributions volontaires auprès des groupes DAA. Chacun accepterait-il de nous envoyer $1 par année? Sinon, on ne pourrait pas répondre à ces lettres déchirantes. À ma grande surprise, la réponse des groupes tardait. J'en fus profondément affligé. Au bureau, un matin, impuissant devant tant de lettres, je faisais les 100 pas en pestant contre l'irresponsabilité et la mesquinerie de mes compagnons AA. À ce moment précis, apparut à la porte une vieille connaissance, le visage souffrant et ravagé. C'était notre spécialiste de la rechute. Il était évident qu'il se relevait d'une cuite. Me rappelant mes lendemains de veille, j'éprouvai pour lui une grande pitié. Je lui fis signe de passer dans la chambrette et lui tendis un billet de $5. N'ayant que $30 par semaine pour tout revenu, c'était un don fort généreux. Lois avait vraiment besoin de cet argent pour les provisions. Mais ce n'est pas ce qui allait m'arrêter. Il me faisait chaud au cœur de voir cette expression d'intense soulagement sur la figure de mon ami. Je me trouvais exceptionnellement vertueux en comparaison de tous ces anciens ivrognes qui ne voulaient même pas donner $1 chacun à la Fondation, tandis que moi, de bon cœur, j'investissais $5 pour le soulagement d'une gueule de bois. La réunion se tenait ce soir-là dans le vieux club de la 24e rue de New York. Au moment de la pause, le trésorier parla timidement du piteux état des finances du club. C'était dans la période où on ne se permettait pas de mélanger l'argent et les AA. En fin de compte, il se décida à nous dire que le propriétaire nous mettrait à la porte si nous ne payions pas notre loyer. Et il termina ses remarques en disant « De grâce, allez-y plus largement ce soir à la collecte, voulez-vous » J'ai clairement entendu ce message pendant que je m'appliquais religieusement à convertir mon voisin nouvel arrivant. Le chapeau servant à la collecte se déplaçait dans ma direction. Toujours à l'œuvre sur mon néophyte, je fouillai le fond de ma poche et j'en ressortis une pièce de 50 cents. Je ne sais pourquoi, il m'a semblé que c'était une bien grosse pièce. Je l'ai vite remplacée par une pièce de 10 cents qui sonna faiblement en tombant dans le chapeau. À cette époque, on ne trouvait jamais de billets de banque dans la collecte. Puis, je me suis réveillée. Moi qui me vantais de ma générosité ce matin-là, j'étais plus chiche envers mon propre club que ces alcooliques du bout du pays qui avaient oublié d'envoyer leurs dollars à la Fondation. Je compris que mon don de 5 $ à ce récidiviste était un geste égocentrique qui ne rendait service ni à lui, ni à moi.
il existait chez les AA un endroit où l'on pouvait marier argent et spiritualité. C'était dans le chapeau de la collecte. En parlant d'argent, on peut aussi rappeler cette autre histoire. Un soir, en 1948, les administrateurs de la Fondation tenaient leur réunion trimestrielle. Une question très importante était à l'ordre du jour. Une certaine dame était morte et l'on découvrit, à la lecture du testament, qu'elle avait laissé à la Fondation alcoolique, en fidéicommis pour les alcooliques anonymes, une somme de 10 000 $. La question était de savoir si les AA devaient accepter ce don. Ce fut tout un débat. La Fondation se trouvait justement en difficulté à ce moment-là. Les contributions des groupes ne suffisaient pas au soutien du bureau. Nous avions utilisé toutes les recettes de la vente de notre livre et ce n'était pas encore suffisant. La réserve fondait comme neige au printemps. Nous avions besoin de ces 10 000 $. Il se peut, disaient les uns, que les groupes n'arrivent jamais à supporter les dépenses du bureau et les services qu'il rend sont trop importants pour songer à le fermer. Oui, prenons cet argent et acceptons tous les autres dons à venir. Nous en aurons besoin. Puis, ce fut le tour des opposants. Les membres du conseil de la Fondation savaient déjà, firent-ils remarquer, que certaines personnes encore vivantes avaient prévu dans leur testament une somme d'1 demi-million de $ pour les AA. Et Dieu seul savait tout ce qui nous était réservé sans qu'on nous l'ait déclaré. Si on ne refusait pas les dons, et de façon radicale, la Fondation finirait par se trouver riche un jour. Bien plus, il suffirait que les administrateurs annoncent publiquement que nous étions en difficulté financière pour que nous devenions immensément riches. Avec cette éventualité, le montant en cause de 10 000 $ était peu de chose. Mais, tout comme le premier verre de l'alcoolique, il pouvait, si on l'acceptait, déclencher une désastreuse réaction en chaîne. Où tout cela nous mènerait-il? Quand on paie les violons, on choisit les airs. Et si la Fondation recevait des fonds de source extérieure, les administrateurs pourraient avoir la tentation de gouverner en passant outre les attentes de l'ensemble du mouvement. Dégagé de toute responsabilité, chaque membre pourrait hausser les épaules et dire « Bof, la Fondation est riche, pourquoi m'en faire ?» Une fortune aussi rondelette inclinerait le Conseil à inventer toutes sortes de moyens de rentabiliser ce capital, détournant ainsi notre mouvement de son objectif premier. Si on en venait là, la confiance serait aussitôt ébranlée au sein de l'association. Le Conseil s'en trouverait isolé et deviendrait la cible de critiques sévères tant de la part du public que de ses membres. Toutes les avenues possibles étaient là, étalées au grand jour, avec les pour et les contre. C'est alors que nos administrateurs ont écrit une brillante page de l'histoire des AA. Ils se sont prononcés en faveur du principe d'une pauvreté permanente dans le mouvement. Pour ses finances, la Fondation aurait désormais comme principe de subvenir aux dépenses courantes et de maintenir une réserve prudente. Même si c'était une décision pénible, les administrateurs refusèrent officiellement les 10 000 $ et adoptèrent une résolution catégorique et formelle, refusant à l'avance tout autre don semblable. C'est à ce moment, croyons-nous, que c'est fermement et définitivement fixé dans la tradition des AA le principe de la pauvreté de notre société. Quand cette position fut connue, elle provoqua une vive réaction.
Aux gens habitués aux incessantes campagnes de charité, les AA offraient une image étonnante et réconfortante. Des éditoriaux favorables publiés au pays et à l'étranger soulevèrent une vague de confiance en l'intégrité des alcooliques anonymes. On y faisait observer que des gens irresponsables s'étaient éveillés au sens des responsabilités et qu'en faisant de l'autonomie financière un élément de leur tradition, les alcooliques anonymes avaient ressuscité un idéal que leur époque avait, pour ainsi dire, oublié.